Imaginez un instrument si sophistiqué qu'il est capable de capter la chaleur d'une main avant même qu'elle vous touche, de reconnaître parmi des milliers d'odeurs celle d'un être aimé et de réveiller en une fraction de seconde un souvenir, une émotion, un désir. Il contient près de 2 millions de récepteurs sensoriels sur sa seule surface externe. 45 km de nerfs le parcourent en permanence, invisibles et infatigables. Il possède des zones si délicates, si vivantes, que le simple effleurement d'une nuque, d'un poignet, des lèvres, à elles seules peuvent provoquer un frisson qui remonte jusqu'à l'âme. Des territoires entiers du plaisir que, la plupart d'entre nous, n'ont jamais vraiment pris le temps d'explorer. Et lorsqu'il est touché avec amour, il libère ses propres molécules du bonheur. Il se souvient des joies comme des douleurs. Il stocke tout, dans ses muscles, dans ses tissus, dans sa mémoire silencieuse. Et il sait souvent avant vous que quelque chose est exactement juste ou au contraire qu'il ne l'est pas. Je pense que vous avez deviné, c'est votre corps. Ce corps que vous portez depuis votre premier souffle, que vous avez peut-être jugé ce matin en passant devant un miroir et que vous avez peut-être oublié hier, très occupé à penser, à faire et à courir. Et pourtant, c'est par lui que tout passe, et notamment lorsqu'on vit une sexualité, une intimité, un amour. Chaque frisson, chaque désir qui monte, chaque moment de fusion avec l'autre transite par cet instrument extraordinaire que vous avez reçu à la naissance et dont personne ou presque ne vous a appris à jouer. C'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, je suis Aurélie Loiseau, sexothérapeute. Depuis 2018, j'accompagne des femmes et des hommes dans la réappropriation de leur monde intime et relationnel. Je les aide à améliorer leur conscience de leur sexualité et de la sexualité de l'autre. Je les amène à être plus en mouvement dans leur rapport au corps, à leur monde intime, à leur capacité à utiliser leur créativité, leur puissance et leur énergie sexuelle. Dans mes accompagnements, je rencontre souvent des personnes qui attendent que l'autre déclenche leur plaisir, qui attendent aussi que l'autre soit au même niveau qu'eux dans leur rapport à la sexualité, des attentes ou des besoins aussi de se retrouver avec soi-même. Il y a aussi des personnes qui ne se connaissent pas assez parce qu'en fait ils ont mis de côté leur sexualité, mais souvent j'entends des phrases qui reviennent et par exemple des femmes qui me disent « je ne sais pas ce que j'aime » ou « je pourrais me passer de sexualité ». J'ai aussi des femmes qui me confient avoir du mal à se retrouver dans la sexualité que leur propose leur partenaire parce qu'elles ont elles-mêmes beaucoup d'envie, beaucoup de désir, mais la sexualité qu'on leur propose n'est souvent pas assez sensuelle, n'est pas assez enveloppante. J'accompagne aussi des hommes qui me confient ne pas comprendre comment donner plus de plaisir et d'envie à leur partenaire, ne pas comprendre ce que leurs femmes attendent d'eux. Alors certes, chacun a sa propre responsabilité, à quel point on est connecté à sa propre sexualité, à son propre monde intime, et comment on peut réveiller ce désir en soi pour le retrouver aussi avec l'autre, mais il y a aussi ce qui se joue dans la relation. Et j'en parlerai plus profondément dans un prochain podcast. En tout cas, les exemples que j'ai donnés sont des questions qui se posent régulièrement en consultation, mais il y a aussi d'autres cas de figure. Il n'y a pas de normes dans la sexualité. Il y a juste des personnes qui essayent de se comprendre, qui essayent de se retrouver, qui essayent de vivre une passion souvent commune au travers du corps, au travers du plaisir et du désir. Et il était important pour moi de pouvoir vous parler de ce qu'il en est de notre rapport au corps, parce que finalement c'est une base très importante dans ce qui se passe dans la relation. Et si on n'a pas conscience de ça, c'est difficile d'aller plus loin, on va dire. Et finalement, il y a souvent aussi cette idée d'entraînement à la présence, d'entraînement à être présent déjà à soi, à être présent associé à son corps pour pouvoir plus détendu, plus serein, plus ouvert dans la relation. Et cela, je vais pouvoir vous l'évoquer aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir y trouver des clés et vous poser aussi des questions, conscientiser en tout cas ce qui se joue pour vous. Je vais parler dans ce podcast de relation au corps, au sien et à celui de l'autre. Il n'y aura pas ici l'évocation de la sexualité qui permet finalement d'appuyer sur un bouton ou d'avoir tel résultat qui est de l'ordre de avoir un orgasme ou non. Il va plutôt être question ici de traiter le corps comme une possibilité d'expérience infinie avec un partenaire ou une partenaire avec qui vous avez envie de vous connecter pleinement, une possibilité de finalement enrichir vos sensations, votre expérience.
Ne plus voir finalement le corps comme un outil de performance, mais un outil d'expérience. Et ça sera l'invitation essentielle ici. Est-ce possible pour vous de vous connecter pleinement à votre corps, à celui de l'autre, sans attendre un résultat particulier, juste de vivre, de vous laisser guider par vos corps, par ce que vous ressentez, et de vivre cette expérience comme si c'était quelque chose de nouveau qui vous apparaissait aujourd'hui, comme si vous redécouvriez les possibilités de votre corps, de celui de l'autre, et que vous puissiez voir cela comme quelque chose d'unique, quelque chose hors du temps, là, parce que vous êtes présent, présent à vous, présent à l'autre. Donc je ne m'inscrirai pas dans cette dynamique qui est finalement performative, dans l'attente d'avoir un résultat en créant telle ou telle action, mais mon approche va être plutôt globale, psychique, émotionnelle, corporelle. Je vous invite à m'écouter jusqu'au bout et à vous laisser guider comme un voyage qui vous ramène à votre corps, à vos ressentis, à votre sensualité, à votre sensorialité, à l'aspect sensible de vous-même, qui vous permettra d'améliorer la connexion à l'autre et de vivre de belles expériences sexuelles et peut-être même des expériences nouvelles. Nous vivons aujourd'hui dans une culture du regard. Le corps y est évalué en permanence. Trop mince, trop rond, pas assez ferme, trop marqué par le temps. Bien que l'image est ce qui peut procurer de l'attraction et du désir, elle n'est pas le seul ingrédient. Il y a les phéromones, invisibles pour les yeux, mais qui ont un rôle majeur dans l'attraction. Il y a ce que l'autre nous fait ressentir, qui touche à des parties de nous parfois inconscientes, dues à notre histoire, dues à notre éducation, à finalement notre conditionnement. Il y a aussi ce que nous procure l'ensemble de nos sens, qui amène à un sujet primordial que nous allons voir ici, parce que le corps est une expérience intérieure riche. Alors Maurice Merleau-Ponty écrivait « Le corps est notre moyen général d'avoir un monde. » Cela illustre que nous n'existons pas à côté de lui, nous existons à travers lui. Et pourtant, combien de personnes vivent comme si leur corps était simplement une image, un objet à corriger, qu'on arrive à percevoir lorsqu'il nous limite, lorsqu'il nous fait souffrir, et au contraire qu'on oublie lorsqu'il nous permet de réaliser des choses du quotidien qui sont essentielles, qui nous permettent de vivre des expériences comme par exemple boire un café, manger, s'asseoir. Cela devient mécanique, on oublie à quel point c'est une chance quelque part. Oui, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont handicapées physiquement ou des personnes qui savent ce que c'est, le corps en souffrance. Hélas, l'être humain a tendance à se rendre compte de la chance qu'il a lorsqu'il a perdu ce qu'il détenait. Et pour ne pas en arriver là, cela nécessite d'améliorer sa conscience de sa chance. Beaucoup de grands méditants ont cette possibilité-là justement, parce qu'ils arrivent à se connecter à ce qu'il y a de plus simple dans l'expérience de la vie, dans leur rapport à leur corps. Cela va être en quelque sorte mon invitation ici. Alors peut-être que je vous parle aujourd'hui de ce sujet parce que j'ai grandi avec un père handicapé physiquement, qui n'est pas né handicapé, qui l'est devenu. Ce sujet me touche particulièrement, car nous avons les ingrédients essentiels pour notre bonheur, pour être heureux, pour nous connecter à quelque chose de grand en nous, qui nous permet de vivre au travers de nos sens. C'est une expérience incroyable d'être un être humain. Et en dehors de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, qui est lié au travail, qui est lié à notre vie sociale, notre expérience au travers de notre corps est déjà essentielle pour notre bien-être. Donc je pense de revenir à des fondamentaux en dehors de la performance nous permet justement de cultiver notre capacité à vivre pleinement, heureux, en mouvement, à profiter de l'instant, de la vie, de ce qu'elle nous permet de vivre et de ce qu'elle nous offre au travers de la richesse qu'est notre corps. En contraste à cela, je vois par exemple dans les personnes que j'accompagne des fois des témoignages qui sont assez éloquents sur ce qu'on se limite nous-mêmes. Mais finalement le corps c'est le langage de ce qui se passe dans notre intérieur, dans notre mental. Je vous donne cet exemple de cette patiente qui m'avait confié que pendant ses rapports sexuels, elle gardait le ventre contracté. Non pas parce qu'elle en avait envie,
mais parce qu'en fait, elle ne voulait pas paraître relâchée. Son image d'elle-même prenait le pas sur son expérience. Son partenaire ne voyait rien, même pas conscience de ce qui se passait pour elle, mais elle, intérieurement, ne pouvait pas se détendre. Ce micro-contrôle, finalement, suffisait à bloquer son plaisir, finissait par bloquer l'intérêt de la sexualité, parce qu'en fait, son corps, elle le jugeait. Elle se défendait de ressentir, de vivre le plaisir. Donc elle se coupait de certaines sensations pour finalement plus penser à comment elle était perçue que à ce qu'elle allait vivre dans sa sexualité. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai autant des hommes et des femmes qui s'empêchent de vivre une sexualité épanouie parce qu'ils restent focalisés sur leur image. Et cela se déconstruit. On ne peut pas finalement sortir de ça sans faire un travail conséquent qui nous permet de nous libérer de l'image qu'on a de nous-mêmes et la peur de l'image qu'on peut donner à l'autre. Et il est important, je pense, de mettre ceci en mouvement parce que c'est aussi la condition de notre épanouissement. Alors Paul Valéry écrivait « Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau ». Ah oui, la peau n'est pas superficielle, comme dit Paul Valéry, elle est le lieu du contact, de la limite et du lien. Lorsque nous fragmentons notre corps, en isolant par exemple notre sexe, en mettant de côté certaines zones jugées imparfaites, en fait nous créons une dissociation. Et la sexualité devient localisée, parfois elle s'appauvrit, elle devient mécanique, parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans une expérience globale au travers de tous les pores de notre peau, mais c'est alors une expérience limitée, où nous contractons, où nous verrouillons certaines parties de notre corps pour répondre aux exigences de notre juge intérieur. Nous vivons une époque paradoxale. Jamais les corps n'ont été autant exposés. Jamais ils n'ont été autant mis en scène. Et pourtant, jamais ils n'ont été aussi peu habités. Les écrans captent notre attention. La dopamine circule rapidement, nous rend presque dépendants, hyperactifs, éloignés de notre corps. Parce que la stimulation est constamment mentale. Les données récentes montrent une baisse des fréquences des rapports sexuels avec un partenaire ou une partenaire et une augmentation des expériences sexuelles numériques. Et chez les jeunes, les chiffres sont d'autant plus conséquents. Alors, les facteurs peuvent être multiples, mais cela montre une chose. Le corps réel recule face au corps virtuel. Ce n'est pas une disparition du désir, finalement cela devient une perte d'ancrage. Et nous cultivons des mondes imaginaires, des mondes mentaux, nous séparant de plus en plus de notre corps. Alors à votre avis, peut-on véritablement s'épanouir sexuellement si l'on n'habite pas pleinement son corps? Et même si l'on est en désamour pour son corps? Si au moment de se déshabiller, une voix intérieure critique, si l'on évite le miroir, si l'on redoute le regard de l'autre, est-ce que notre système nerveux peut se détendre? Est-ce qu'il n'est pas plutôt dans un climat d'auto-attaque, en quelque sorte? Est-ce qu'il n'est pas essentiel d'être en paix avec son corps? Oui, parce qu'aimer son corps ne signifie pas forcément le trouver parfait. Cela signifie ne plus être en guerre avec lui. Tout comme il est possible d'être plus présent à son corps, moins dans sa tête, vivre l'expérience au lieu de la définir par le mental. Alors il n'y a pas besoin d'avoir un corps parfait, en tout cas qui correspond à des critères de beauté bien particuliers. Il n'y a pas à demander à son corps de devenir, mais plutôt à être simplement avec son corps. Je relève beaucoup de témoignages de femmes qui expriment qu'à la quarantaine ou la cinquantaine, elles ne se sont jamais aussi bien senties dans leur corps. Et pour autant, quand elles regardent des photos quand elles avaient 20-30 ans, elles se trouvent plus jolies. Mais pour autant, à 20-30 ans, souvent, elles ne se sentaient pas belles. Tout simplement parce qu'elles étaient focalisées sur les injonctions de la société. Et elles n'avaient pas appris à s'aimer telles qu'elles sont, mais plutôt à attendre que le regard de l'autre soit approbatif sur leur physique. Elles étaient dans cette recherche d'une approbation, d'une validation, qui finalement a cessé d'être. Et cela ne veut pas dire que la personne a cessé de s'occuper d'elle-même, ou de s'occuper de son physique, de s'occuper de ce qu'elle donne à voir au monde. Mais sa focalisation n'est plus sur son image uniquement, mais sur une expérience de vie au travers du corps.
Donc oui, c'est possible de sortir de ces injonctions, de cette image, de ce qu'on attend, de par exemple la taille d'un sexe, la taille d'une poitrine. Il y a beaucoup de complexes, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, de ce que peut donner leur physique par rapport aux attentes. Mais en fait, se défocaliser de ça permet de rencontrer des personnes qui nous aiment pour ce qu'on est, pas uniquement pour ce qu'on paraît. Et pour clôturer ce sujet, oui, nous avons aussi des attraits physiques qui donnent envie de rentrer en relation avec nous, tout comme nous avons aussi besoin que la personne elle réponde à certains critères physiques que nous avons. Mais nous pouvons, au-delà de ça, défocaliser notre zoom sur autre chose que sur ça. Oui, ça fait partie du jeu, de la rencontre, de l'attraction. Oui, ça fait partie des conditions du fait qu'on ressente de l'attirance. Nous pouvons sortir de cela pour se séduire, pour se rencontrer, pour s'aimer. Et il est possible, en effet, de dézoomer en dehors du physique sur autre chose, sur la personnalité, sur le ressenti, sur le charme, sur ce que la personne dégage, sur ce qu'elle nous fait ressentir. On nous a souvent répété que nous n'avions que 5 sens. C'est une vision simpliste, presque scolaire. En réalité, nous en possédons plus de 20. Et c'est cette symphonie invisible qui définit notre rapport au monde. Au-delà de la vue ou du toucher, il existe des sens fondamentaux que nous utilisons sans le savoir, sans en avoir conscience. Pensez à la proprioception, cette conscience immédiate de la position de chaque partie de votre corps dans l'espace. Même les yeux fermés, vous pouvez porter votre attention sur comment votre corps habite l'espace. Songez également à la thermoception, qui capte la chaleur rayonnante de l'autre avant même le contact. Ou alors à l'équilibrioception, qui gère votre ancrage et votre vertige pour maintenir votre stabilité dans l'espace. Et puis il y a l'interoception, ce sens qui vous permet de ressentir votre état interne, les battements du cœur qui s'emballent, ce nœud au creux de l'estomac, ou cette sensation de plénitude intérieure. Dans la sexualité, ces sens ne sont pas des détails, ils sont le cœur de l'expérience. Alors il n'y a pas seulement le toucher de l'autre ou la vue de l'autre, il y a aussi ressentir la pression exacte de notre propre corps contre le sien. C'est percevoir aussi la variation thermique d'une caresse, c'est écouter le souffle se modifier de l'intérieur. Passer de 5 sens à 20, ce n'est pas une simple leçon de biologie, c'est ouvrir 20 fenêtres supplémentaires sur le plaisir et la présence à soi. C'est passer d'une image en noir et blanc à une immersion totale en haute définition. Prenons un exemple. J'accompagnais un couple qui ressentait un besoin de se reconnecter l'un à l'autre et la femme reprochait à son partenaire d'être obsédé par l'atteinte de l'orgasme. Et en travaillant sur la présence corporelle, ils ont simplement commencé à ralentir, à sentir la température de la peau, à percevoir le poids du corps de l'autre, à écouter leur propre souffle. La sexualité est devenue plus lente, mais surtout plus dense, plus présente. Ce n'était pas plus spectaculaire, c'était simplement plus vivant. Car ce sont des micro-signaux qui guident le plaisir. Sans eux, nous restons dans une recherche externe. Avec eux, nous rentrons dans une expérience interne. Alors il n'était pas question que de travailler sur le rapport à la présence, au corps. Il y avait ce que chacun s'autorisait à vivre et de pouvoir sortir de ses propres conditionnements, à s'ouvrir au niveau du corps. Mais souvent ça passe par un processus qui est de l'ordre de se déconditionner psychiquement. Et le processus avait été de leur permettre de vivre d'une manière plus simple leur sexualité pour mieux se retrouver. C'est notre cerveau, nos conditionnements souvent qui complexifient notre rapport au corps. Alors que finalement, lorsqu'on sait ralentir, lorsqu'on sait rencontrer l'autre, on s'ouvre à toutes ces perceptions sensorielles qui enrichissent notre vécu, notre expérience et ce que nous rencontrons de l'autre, de nous-mêmes dans la relation sexuelle. Avant de vous donner 6 clés pour approfondir votre rapport au corps, je vais évoquer avec vous ce que coûte le désamour du corps.
Premièrement, la contraction permanente. Le corps qui se sent jugé se contracte. Le corps qui n'est pas habité perd ses sensations. J'ai accompagné des femmes qui me confiaient ne rien ressentir. En réalité, si le diaphragme est bloqué, si la respiration est haute, si elle n'est pas ventrale, si elle est vraiment au niveau de la poitrine, dans le haut du corps, si le bassin est immobile, en fait, on ne peut pas ressentir pleinement. Très souvent, ce qui s'observe, c'est qu'une personne qui est beaucoup dans le contrôle, qui est beaucoup dans le mental, ne va pas vivre pleinement au travers de toutes les parties de son corps. Cette personne-là, souvent, ne va pas habiter son bassin. Et sa respiration, donc, va se trouver dans le haut de son corps. Et il est vrai qu'à partir déjà de quelques séances, centrées sur la respiration, sur la mobilité pelvienne, des sensations reviennent. Alors il n'y a pas que ce travail corporel, mais c'est déjà une preuve que lorsqu'on amène du mouvement dans son corps, il y a un ressenti qui permet de développer son plaisir, de développer nos parts désirantes aussi. Et ce n'est pas toujours un problème d'accès à sa sexualité, c'est des fois qu'on n'a pas compris quel chemin prendre. Et d'où l'intérêt d'aller voir une personne comme moi, une sexothérapeute, pour amener de la mobilité dans ses sensations corporelles, mais aussi pour se déverrouiller de peut-être des choses qui nous empêchent d'avoir accès, le fait d'habiter pleinement son corps. Ça peut être des habitudes de vie, mais ça peut être aussi des conditionnements, des peurs, des ancrages qui font qu'on est verrouillé, alors qu'on peut faire du sport, on peut bouger dans sa vie, mais ça n'empêche que c'est une autre question qui se joue. C'est à quel point notre énergie, elle vient habiter tout notre corps, et pas que simplement le haut, là où il y a la tête, là où il y a le mental. À l'inverse, il va y avoir des personnes qui surinvestissent leur énergie au travers de leur organe sexuel. C'est-à-dire le sexe passe uniquement par la tête ou par le sexe. Et tout le reste du corps n'est pas habité. Or, cela se développe. Nos zones érogènes peuvent être situées au niveau de la nuque, au niveau des oreilles, au niveau des cuisses, au niveau des pieds, au niveau des épaules, au niveau du torse. Et en fait, cela se cultive. On n'est pas obligé de passer toujours par le sexe et par la tête pour ressentir des choses. Et je le remarque particulièrement chez les hommes, ils me témoignent le fait qu'ils ne ressentent pas particulièrement de choses au travers les autres parties de leur corps. Cela ne veut pas dire que c'est néfaste, mais quand on a un ou une partenaire qui lui est très sensuelle ou sensitive, pour comprendre cela, pour comprendre le plaisir de l'autre, nous avons besoin aussi que ça passe par notre propre corps. Ou en tout cas, ça peut nous aider à mieux comprendre les besoins et les sensations de l'autre. Ou alors, ça nécessite en tout cas une écoute, que l'autre n'a pas besoin toujours de passer par cette sollicitation, cette stimulation de son sexe pour ressentir du désir. Alors il y a juste à écouter sa ou son partenaire pour savoir quelle zone de son corps a besoin d'être stimulée, d'être caressée. Et quand je dis écouter son ou sa partenaire, cela ne veut pas dire forcément poser des mots. Ça peut être simplement balader ses mains sur son corps et écouter comment le corps réagit. Et écouter, ce n'est pas forcément avec des sons. Ça peut être ressentir au travers de toutes ces perceptions. Parce que le corps de l'autre nous parle au travers des frissons, au travers de ses réactions, au travers de ses micro-mouvements. Et c'est là que c'est intéressant de découvrir l'autre. Quel autre intérêt nous avons donc à faire redescendre notre énergie dans notre corps entièrement? C'est sortir de ce mental envahissant, parce que le mental compare, le mental anticipe, il commente. Est-ce que je suis assez performant? Est-ce que je plais? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis trop? Alors pendant que le mental parle, le corps attend. Alors il ne s'agit pas de faire taire le mental, puisque finalement, il est toujours agissant. Mais il s'agit de ne pas le laisser prendre la direction, de ne pas lui laisser le pouvoir. Que lorsqu'il a des choses à dire, c'est de pouvoir revenir toujours au corps, à ses sensations. En méditation, on apprend cela. On apprend à habiter pleinement son corps, à ne pas se laisser dominer par le mental. Puisque lorsqu'on se fait dominer par le mental, nous ne sommes plus dans notre corps. Et nous ne pouvons que difficilement être présents à nous-mêmes et à l'autre. Et finalement, qu'est-ce que l'on gagne à revenir à notre corps? Eh bien, on retrouve une détente quotidienne, une détente de tous les instants, parce que le corps est ouvert, le corps est relax.
On a une capacité à être nu sans se contracter, à se montrer vulnérable sans se verrouiller. Il y a quelque chose en nous qui est libéré. Notre libido devient vraiment organique, elle n'est plus que mentale, elle n'est plus que projection ou fantasme. Finalement, notre corps appelle le plaisir et le désir. On est plus rassuré dans notre présence aussi, et plus rassuré, plus rassurant dans ce qui se passe avec l'autre. Lorsque quelqu'un habite son corps, cela se voit. La posture s'ouvre, le regard se stabilise, la voix descend, il y a une confiance interne qui se lie, et il y a une beauté qui rayonne. Il n'y a pas une conformité à être, il y a une forme de vitalité, de mouvement, et c'est beau à voir, c'est beau à ressentir, et c'est bon à être présent, à être témoin de ce que l'on perçoit de l'autre lorsqu'il est dans son corps, lorsqu'il est bien présent à son corps. Que ce soit une femme ou un homme, peu importe le genre, quelqu'un qui est connecté à son corps, on a envie d'être près de lui ou d'elle, on a envie d'être contre lui ou elle. Et ce qui est intéressant, c'est justement, cela peut être une protection de ne pas vouloir habiter son corps. Et souvent, quand on a vécu des traumatismes, quand on a vécu des mauvaises expériences au travers du corps, de la sexualité ou autre par rapport à l'apparence, alors pour cela, il est intéressant justement d'aller visiter, d'aller comprendre, d'aller déverrouiller cela, d'amener de l'assurance, d'amener de la protection, autre que cette manière qui nous permet finalement de nous protéger, certes, mais ne nous aide pas à rentrer en connexion avec l'autre. Alors quand on souhaite faire évoluer cela, on a la possibilité justement de prendre un autre chemin pour se sentir plus en sécurité et pouvoir s'ouvrir à l'autre, en tout cas à la personne qu'on a choisie. Je vais vous partager maintenant 6 clés nécessaires pour améliorer son rapport au corps. Alors ces clés ne sont pas des recettes, ce sont finalement des pratiques, des disciplines intérieures. Elles nécessitent en effet un certain entraînement, parce que finalement c'est comme parler un nouveau langage que de se reconnecter à son corps, d'habiter pleinement son corps quand on n'est pas habitué, tout comme lorsqu'on essaye d'acquérir une langue étrangère pour qu'elle nous soit fluide, naturelle, il nous faut la pratiquer. Donc la discipline, l'apprentissage font partie de ce qui va vous permettre d'intégrer ces 6 clés dont je vais vous parler. Lorsque je parle d'habiter son corps, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase toute faite. Il faut le vivre, l'intégrer. Et pour cela, des fois, ça demande de la répétition, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérimentation. La première clé que je vous propose ici est d'une radicale simplicité. Et il suffit en fait d'écouter son dialogue intérieur. La voix qui habite cette chair. Et je vais vous donner un exemple. J'ai eu en consultation une femme qui me disait avoir des rapports sexuels avec son mari, tout simplement pour lui faire plaisir à lui. Elle avait l'impression de remplir plus un rôle conjugal, enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle l'appelait. Le constat était que, au fur et à mesure de l'échange, qu'elle fuyait son corps. Sa sexualité était pour faire plaisir donc à l'autre, mais elle ne voyait pas non plus l'intérêt pour elle-même à avoir une sexualité, ou simplement l'intérêt était de garder son mari fidèle et qu'il n'aille pas voir ailleurs. Donc c'est un petit peu le contexte qu'elle m'a décrit. Et également, elle me disait que lorsqu'elle se regardait nue face au miroir, elle se jugeait et elle ne se trouvait pas attirante, elle ne s'aimait pas. Elle m'a expliqué d'ailleurs que elle n'avait pas une belle image d'elle-même et c'était des choses qu'elle pouvait se répéter au quotidien. Donc je vous retranscris cela d'une manière très résumée. En même temps, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les femmes que je reçois, chez certains hommes aussi. Et finalement, ça traduit des habitudes de pensée vis-à-vis de soi qui sont très dures, acerbes, qui sont jugeantes. Donc pour son cas, en tout cas, elle pensait que ce fonctionnement et sa pensée étaient anodines. Elle ne voyait pas les conséquences, ou en tout cas elle n'avait pas ce recul, des conséquences que ça pouvait avoir sur son rapport à la sexualité. Finalement, ceci est pour illustrer le fait que lorsqu'on juge son corps en permanence, le corps entend. Et d'ailleurs, le système nerveux ne distingue pas une critique mentale d'une menace réelle. Chaque attaque intérieure, chaque critique intérieure, crée finalement une micro-contraction. Revenir au corps commence donc par une hygiène du langage intérieur. Et cette phrase de Simone Veil qui dit « l'attention
est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Oui, car cette phrase illustre à quel point l'attention bienveillante à son propre corps est un acte de générosité envers soi. Ce qui devient conscient cesse d'agir dans l'ombre. Alors voici une métaphore que j'aime beaucoup, qui permet vraiment de comprendre l'impact de notre langage intérieur vis-à-vis de notre corps. Imaginez que votre corps est sensible comme un enfant, confié à vos soins. Un enfant, on le protège. Un enfant, on en prend soin. Un enfant, on lui donne de l'amour. Alors, est-ce que vous pourriez lui faire des reproches à cet enfant, sans l'affecter? Le priver d'amour, le négliger, l'ignorer, le comparer sans cesse à d'autres, sans qu'il y ait l'impact sur son image de lui-même et son état intérieur. On sait comment traiter un enfant pour qu'il s'épanouisse, avec des paroles valorisantes, de l'écoute, des soins, de la douceur, des compliments sur ses qualités, de l'attention à ce qu'il ressent. Et bien de même, votre corps mérite la même délicatesse que vous accorderiez à cet enfant. Commencez simplement à observer, sans jugement, les pensées que vous avez envers votre corps tout au long d'une journée. Est-ce que vous pensez que votre corps peut s'épanouir, qu'il peut se sentir bien, qu'il peut se sentir détendu, en sécurité, relâché, relaxé, si vous ne lui apportez pas les soins, les pensées, les paroles valorisantes dont il a besoin? Et donc, j'aime cette métaphore parce qu'elle nous amène à quelque chose de pur et d'essentiel. C'est que quand nous sommes adultes, nous sommes responsables de la manière dont nous faisons les choses et dont nous traitons notre corps, tout comme on traiterait les personnes qui nous entourent et qu'on aime. Et si aujourd'hui, au travers de mes mots, vous avez l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, il n'y a pas à culpabiliser. On fait tous des erreurs, on a tous été formatés, on a tous été éduqués d'une certaine manière, on a tous vécu des blessures et on a tous à un moment donné reproduit des choses qu'on n'aurait pas voulu reproduire. Mais ce qu'il est important aujourd'hui, c'est de s'arrêter, c'est de réfléchir, c'est d'observer, c'est de penser. Et le premier pas, c'est donc de conscientiser de là où on en est, de comment on se traite, de ce dialogue intérieur. Et c'est déjà un premier pas pour changer, pour améliorer. Et sans jugement, il n'y a pas à se fustiger, il y a juste à constater, observer. Et l'intelligence de votre esprit va déjà commencer à réajuster le tir. Donc ceci était la première étape que je vous propose, qui est essentielle pour se mettre en mouvement. Parce qu'on ne peut pas se mettre en mouvement tant qu'on n'a pas constaté à quel point on fait des choses qui ont des conséquences, et des conséquences des fois qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Être adulte, c'est cela, c'est d'arrêter de chercher à accuser l'autre de ses problèmes, et c'est de pouvoir se responsabiliser sur ce sur quoi on a notre capacité d'agir, notre capacité de changer, notre capacité de mouvement. Et si aujourd'hui vous êtes dans ce constat que vous vous maltraitez et qu'il est difficile de faire cette démarche seul, vous pouvez donc vous faire accompagner pour pouvoir amener ce changement. Il est toujours possible d'améliorer son rapport à soi. C'est un travail important qu'on fait souvent dans mes accompagnements parce que finalement, comment on se laisse aussi traiter par les autres parle beaucoup de notre manière de nous traiter nous-mêmes. La deuxième proposition que j'ai à vous faire, c'est d'apaiser le système nerveux. La sécurité avant le plaisir. J'en parle assez souvent dans mon podcast, je parle souvent de sécurité intérieure et de sécurité extérieure, bien sûr. Et je vais vous donner un exemple d'un homme qui était venu me voir en consultation parce qu'il manquait de désir. Et en réalité, en creusant avec lui, en lui posant un tas de questions pour le connaître, pour savoir comment il fonctionnait, de savoir comment se passait sa vie d'une manière générale. En fait, il m'a clairement dit que son agenda était saturé, son sommeil était fragmenté, sa respiration était haute et rapide. Et nous n'avons pas parlé finalement beaucoup de sexualité pendant les séances que nous avons fait ensemble parce qu'en fait, le travail, il se posait ailleurs. Il se posait sur le fait de porter d'abord de la conscience sur sa respiration, sur son relâchement, sur le relâchement de sa mâchoire, sur sa capacité à aménager son quotidien, de créer des habitudes où il pouvait avoir des plages horaires, où il pouvait se détendre, se relaxer. Et finalement, au fur et à mesure du temps, le désir est revenu spontanément. Ce n'était pas un problème de libido en soi, c'était un problème de système nerveux qui était en alerte permanente. Homme ou femme, tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Le nerf vague qui régule la détente est un allié précieux parce qu'il permet
de créer cette sécurité intérieure et cette détente lorsque on se sent bien. Et on ne peut pas, connecter à son plaisir et difficilement à son désir lorsque le corps est en stress et en stress permanent. Revenir au corps, c'est parfois commencer par dormir davantage, donc c'est très pragmatique. Tout comme, il va être important, d'avoir une alimentation équilibrée. Il faut penser que son énergie, c'est comme un réservoir d'une voiture. Lorsque vous avez suffisamment de carburant, vous roulez, tout va bien. Et si vous roulez sur la réserve, à un moment donné, vous allez commencer à abîmer le moteur et la voiture va commencer à fatiguer. Et en fait, on ne roule pas sur la réserve. Vous avez un nombre limité d'énergie chaque jour et si vous cramez toute cette énergie, finalement, en roulant sur la réserve, vous surchargez votre mental, votre système nerveux et vous abîmez votre corps. En l'occurrence, il n'est pas possible de se sentir pleinement épanoui lorsqu'on a une charge mentale qui dépasse nos capacités. Aujourd'hui, plus que jamais, notre charge mentale a augmenté parce que nous sommes hyper sollicités. Les écrans aussi participent à cette hyper sollicitation, d'avoir le téléphone toujours sur soi. Il y a des personnes qui vont avoir un naturel, qui vont gérer facilement le stress, qui vont savoir s'aménager naturellement des moments de détente. Et il y en a d'autres qui n'ont pas cette capacité et qui ont tendance à prendre beaucoup de responsabilités dans le quotidien, à ne pas voir leurs limites et ne pas comprendre à quel point elles ont besoin de se recharger. Et ces personnes-là sont souvent plus sensibles à ce sujet. Et quand on parle par exemple de burn-out, on est un peu dans ce cas de figure-là, de personnes qui vont avoir une capacité à emmagasiner beaucoup de choses sans se rendre compte qu'elles sont en train de cramer leur énergie, de la brûler, hein, pour parler plus poliment. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est irréversible. Nous sommes humains, nous avons des limites, notre corps a des limites, et si nous ne les écoutons pas, cela va avoir un impact direct sur notre intimité, sur notre rapport au corps, sur notre rapport au désir, au plaisir. On ne peut pas habiter pleinement son corps si on est dissocié, si on n'a plus cette énergie, ce carburant qui nous permet de sentir la vitalité en nous. Vous n'êtes peut-être pas dans ce cas, peut-être que votre partenaire l'est, peut-être que vous n'êtes pas, et je vous le souhaite dans ce cas-là, mais en tout cas, il est important d'aller visiter ça pour se sentir pleinement connecté à son corps. Des fois, il suffit d'un petit peu d'ajustement pour retrouver son énergie corporelle. Élargir le territoire du plaisir, de ses sensations. Et la sexualité est souvent réduite au toucher génital, or le plaisir est une orchestration sensorielle. En tout cas, c'est le terrain de jeu parfait pour habiter pleinement ses sens, pour les explorer. Et le plaisir et le désir ne sont pas forcément une stimulation qui est reliée au génital. Il y a tout le corps qui peut être embrassé. Gaston Bachelard rappelait que l'imaginaire s'enracine dans la matière, et il en est de même pour l'érotisme. Il s'enracine dans la sensation. Travailler la proprioception en marchant pieds nus, sentir la pression sous ses appuis, bouger le bassin lentement, explorer les micro-mouvements. Parce qu'un bassin mobile et un bassin vivant, rien que déjà d'expérimenter cela dans son quotidien, apporte ses fruits dans la sexualité. Et si vous essayez, en vous levant le matin, de faire des micro-mouvements, de bouger vos poignets, de bouger votre bassin, plutôt que faire les gestes que vous faites quotidiennement juste qui sont fonctionnels, vous brossez les dents, vous lavez, sans y mettre vraiment de la conscience. Si déjà, vous remerciez la vie de vous donner ce corps chaque matin et de pouvoir le mouvoir, le bouger, l'expérimenter, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont convoquées dans ces sensations, dans ces expérimentations, rien que déjà dans le quotidien. Alors si en plus de ça, on crée cette conscience quotidienne, je vous assure qu'après dans la sexualité, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de bien différent. Parce qu'en fait, on n'est pas hyper focalisé que sur le sexe, on est du coup focalisé sur tout ce qui se passe en nous. Et c'est finalement un instrument qui se travaille, qui se joue chaque jour. Le corps est ainsi. Il est le son de nos sensations. Et nous pouvons jouer plusieurs notes. Nous avons une gamme infinie de possibilités. La clé numéro 4, c'est d'habiter sa posture. Le corps parle avant la parole. Et la posture influence l'état intérieur également. Un thorax effondré limite la respiration.
Un bassin verrouillé bloque l'élan. Lorsque vous entrez dans une pièce, avant même de parler, votre corps communique. Je me rappelle d'une patiente qui me disait « Je me sens invisible ». Son regard était baissé, ses épaules rentrées, sa voix serrée. Alors je lui ai proposé de réaliser quotidiennement des exercices corporels face au miroir, ouvrir légèrement la cage thoracique, ancrer ses pieds, laisser descendre la voix et d'autres pratiques qui lui permettaient non de travailler sur l'aspect physique de son corps, mais sur sa posture. Et je vous assure qu'avec le temps, et c'est ce qu'elle m'a confié, que ce travail lui a permis de s'autoriser à exister, puisque revenir au corps, c'est d'accepter d'occuper l'espace. Et cela transforme aussi la sexualité. Un corps qui ose être vu, ose plus facilement ressentir. Notre posture est aussi présente donc dans notre sexualité et c'est à nous de jouer avec, de ne pas nous conformer à nos habitudes, parce qu'on peut casser nos pensées, nos habitudes de pensée dévalorisantes par des postures. Elles nous permettent de ressentir autrement notre état intérieur. Notre attitude corporelle envoie des messages à notre mental et inversement. Notre humeur, notre état interne peut changer grâce à des postures qui nous permettent d'augmenter notre énergie. C'est quelque chose que je travaille beaucoup lors de mes accompagnements. Cette clé ne peut se suffire à elle-même, mais elle a de l'impact. Et d'ailleurs, imaginez 2 personnes. Elles sont physiquement identiques, l'une est repliée sur elle-même, le visage fermé, le corps inerte. L'autre, elle est dans le mouvement, le visage ouvert. Les gestes sont habités, le regard présent, et peut-être même qu'elle vous sourit. Laquelle de ces 2 personnes vous attire le plus? Et pour autant, elles ont toutes les 2 un physique qui est le même. Je sais très bien ce que vous allez me répondre. On est toujours attiré par la personne qui vibre la vie, qui est en mouvement, qui a un visage ouvert, qui a une posture ouverte. Et la réponse, elle est universelle. Parce que la beauté profonde n'est pas une affaire de symétrie ou de mensuration, c'est une affaire de vie, de présence, de vitalité. Et ce rayonnement que nous portons quand nous habitons vraiment notre corps est irrésistible, pour soi et pour l'autre. Réaliser cela, c'est sortir de l'image et c'est entrer vraiment dans cette vie qui est mouvement, qui est beauté, qui est énergie. Et c'est ça la sexualité aussi. On peut être beau ou belle, si on n'incarne pas notre corps, il n'y a rien qui se passe dans l'intimité. Incarner son corps, c'est simplement être présent, peu importe le physique. Quelqu'un qui ne comprend pas ça et qui attend simplement d'une personne qu'elle soit beau ou belle, c'est une personne qui ne cherche pas à rentrer en connexion avec vous. C'est une personne qui se contente d'une image, d'un faire-valoir, mais qui ne sait pas finalement rentrer en connexion avec l'être humain. On peut difficilement être heureux en amour si l'on n'intègre pas cela, pour soi et pour l'autre. Dans cette clé numéro 5, il va s'agir de s'entraîner à avoir un discours amoureux envers soi. Alors soyons clairs, nous ne pouvons pas tout aimer en nous, de la même façon qu'on ne peut pas avoir des affinités avec chaque personne qu'on rencontre. Il y aura toujours des zones de notre corps que nous aimons moins, et c'est normal. Par contre, est-on obligé de nous focaliser que sur ces parties-là de nous que nous aimons moins? Pouvons-nous orienter notre regard vers ce que nous aimons chez nous, vers ce qui est valorisant, qui est beau, qui est peut-être quelque chose qui nous donne une expérience plus agréable de la vie, de notre corps? Tout comme cette expression qui dit de regarder le verre à moitié plein plutôt que le regarder à moitié vide, c'est si simple, et pour autant cela change tout. Notre expérience vis-à-vis de notre corps pour l'habiter pleinement va compter, parce que nous allons avoir un discours amoureux, bienveillant envers nous-mêmes. Un discours amoureux, cela s'entraîne. Lorsqu'on n'a pas l'habitude de se parler d'une manière bienveillante, on va le faire progressivement. Dès qu'on va finalement se focaliser sur quelque chose qui ne nous plaît pas, derrière cela, il faut s'efforcer de regarder quelque chose qui nous plaît chez nous. Tout comme on va s'efforcer d'avoir de la gratitude envers son corps. Et pourquoi pas tous les jours se dire qu'on est pleine de gratitude ou plein de gratitude parce qu'on vit telle ou telle expérience, parce que par exemple tout simplement on peut s'asseoir sur une chaise, parce qu'on a ce plaisir-là, parce qu'on a la possibilité de boire un café et de ressentir ses saveurs, et tout simplement d'être en amour pour ce que notre corps nous donne à vivre, c'est un discours qui nous permet de changer notre expérience corporelle.
Et de voir ces expériences sexuelles de cette manière-là aussi va changer énormément de choses. Si on se focalise sur «Ah tiens, on va encore répéter la même chose. Ah tiens, il va se passer encore ceci, encore cela. Ah tiens, je pense à, ce que je vais devoir faire après l'amour ou ce que j'ai fait avant d'avoir fait l'amour». Mais en fait, on ne s'entraîne pas à aimer ce qui se passe, à aimer ce qui se passe dans le présent. On ne se focalise pas sur ce qui se passe qui nous plaît. Et en fait, il y a toujours quelque chose qu'on peut observer qui nous plaît. D'observer, de vous focaliser sur ce qui est bénéfique pour vous, va changer énormément de choses. Alors je ne parle pas de se forcer, je parle juste de s'entraîner à changer sa vision et son regard sur ce qui est expérimenté dans son quotidien. Et cela ne peut que nous donner une vision positive de nos expériences. Nous sommes responsables de ce monde intérieur et de l'histoire qu'on se raconte de ce qu'on vit, là, dans l'instant. Et la dernière clé que je vous propose, c'est de pratiquer l'incarnation au quotidien, l'incarnation de son corps. En fait, cette clé-là découle de toutes celles qui ont précédé. Il ne suffit pas donc de comprendre, il faut pratiquer. Quelques gestes simples, par exemple quand je prends une douche en conscience, sentir l'eau sur la nuque, sentir l'eau qui parcourt tout le corps, s'étirer le matin en respirant profondément, poser une main sur son ventre avant de dormir et trouver cela incroyablement chaud et bon, danser seul face au miroir ou simplement créer des gestes qui nous font encore plus kiffer notre corps. La sexualité commence bien avant la chambre à coucher. Elle commence bien avant qu'on parle de sexe. Elle commence dans la manière dont vous habitez votre peau toute la journée. Notre corps n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à traverser. Et chaque jour, avec curiosité, chercher à obtenir quelque chose de son corps, surtout dans une relation intime, est souvent contre-productif. Et j'ai tous les jours des personnes en consultation qui sont tombées dans ces impasses-là, car notre société nous conditionne à cela. Chercher à atteindre l'orgasme, c'est s'amputer de toute l'expérience sensorielle. L'orgasme vient de lui-même lorsqu'on lâche prise, lorsqu'il y a la confiance, lorsqu'on a suffisamment expérimenté le corps. Alors bien sûr, il y a des fois des choses à savoir, des éléments bien précis à faire que, par exemple, l'orgasme peut se retrouver. Mais avant cela, il y a tellement de choses à vivre. Le rapport de confiance, l'amour envers soi-même, l'accueil de ce qui se passe, ce sont les clés qui ouvrent le corps au plaisir, à l'orgasme, à la jouissance véritable, mais aussi à une relation qui se donne des chances pour s'épanouir au travers du temps. Les personnes qui se concentrent uniquement sur leur sexe dans la sexualité se coupent d'une part immense de possibilités et déjà coupent aussi une part immense de ce que l'autre peut ressentir au travers de cette rencontre. Oui, le sexe est une zone érogène très sensible, très réactive, mais toutes les zones du corps peuvent le devenir. Et une personne qui comprend ça, déjà, a compris énormément de la sexualité des femmes, de leurs désirs, de ce qu'elles recherchent. Parce que souvent, on cherche à être embrassé par tous les pores de notre peau. Une personne qui se focalise uniquement sur la manière de faire jouir l'autre n'a pas compris ce qu'attendent particulièrement les femmes de la sexualité. Alors oui, il y a toujours des exceptions, mais j'entends trop souvent des femmes me dire qu'on leur a reproché de ne pas avoir des orgasmes et que les partenaires qui étaient présentes avant elles en avaient des orgasmes. Ce discours-là, ce n'est pas un discours qui permet de rentrer en relation avec l'autre. Alors ce discours parle beaucoup d'ego, de ce qu'on arrive à faire vivre à certaines femmes, et que si la femme avec qui l'on est ne le vit pas, en fait c'est elle qui est responsable. Ou d'essayer d'appuyer sur tous les boutons possibles et s'acharner sur le sexe pour faire vivre un orgasme n'est pas une solution pour toutes les femmes qui ont besoin plus de sentir l'autre en connexion avec elle, en amour pour elle, qui ont besoin de sentir l'autre qui s'ouvre à une connexion profonde. Et l'orgasme, pour beaucoup de femmes, est possible que s'il y a cette connexion profonde. Alors, je finis en ces termes parce qu'il m'est important de passer ce message. Beaucoup trop d'hommes se focalisent sur l'orgasme. Mais l'orgasme arrive pas au travers toujours de boutons sur lesquels on appuie, mais plutôt sur la confiance que vous inspirez, sur votre capacité à être bienveillant, à être accueillant,
sur votre capacité à être sensuel, sur votre capacité à laisser la femme s'endormir, s'évanouir dans vos bras. Une femme jouit lorsqu'elle a confiance, lorsqu'elle se sent aimée, lorsqu'elle se sent accueillie pleinement. Ce que j'affirme là peut sembler très radical. Je vous demanderai juste de prendre ce qui fait simplement écho pour vous. Ne prendre ce que je vous exprime là, pas comme une vérité toute faite, mais comme des résonances qui peuvent vous parler par rapport à ce que vous vivez. Il n'y a pas à prendre les choses de manière rigide, mais simplement avec ouverture. Qu'est-ce que je peux remettre en question dans ma sexualité, dans mon rapport au corps, dans mon rapport à l'autre? Donc finalement, l'enjeu, c'est plutôt d'expérimenter, de se connecter à l'autre et de vivre des belles sensations. Donc je vous invite, en tout cas, à prendre en considération tout ce qui a été exprimé ici comme quelque chose qui vous permet de progresser, d'évoluer dans votre rapport au corps et dans votre rapport à l'expérience amoureuse et sexuelle. Revenir à son corps n'est pas un luxe, c'est une nécessité existentielle. Alors la sexualité n'est pas une performance, elle est une rencontre avec soi d'abord. On pourrait dire, il n'y a pas de plaisir profond sans vulnérabilité, parce qu'habiter son corps, c'est accepter d'être sensible. Ce chemin vers soi, vers son corps, n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint un jour et qu'on possède ensuite pour toujours. C'est une pratique quotidienne, faite de petits gestes, de moments d'attention, de bienveillance, que l'on réapprend chaque matin. Patience, expérience, bienveillance. Et cette nuance essentielle entre vouloir obtenir l'amour de soi, ce qui peut vite devenir une injonction de plus, et apprendre au quotidien de mieux s'aimer et de mieux aimer. Il y aura des jours plus difficiles, des jours où le regard est dur, où le corps semble même étranger, et ces jours font partie du voyage. Notre vie intérieure, comme les saisons, connaît des variations naturelles. Alors, je vous invite ici à accueillir tout ce qui se passe en vous et d'embrasser cela avec ouverture. De déculpabiliser aussi, vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, là où vous êtes, et c'est immense. Et je finirai avec cette belle phrase de Colette. On ne peut pas vivre dans la splendeur, et la splendeur ne peut pas vivre en nous sans la paix du corps. Alors ce que j'espère que vous emporterez de cet épisode, c'est cette idée simple et profonde. Votre corps n'est pas votre ennemi, il n'est pas un obstacle à surmonter, ni une apparence à corriger, il est votre maison, le seul endroit où vous allez demeurer de votre premier au dernier souffle. Et il attend simplement que vous reveniez l'habiter avec sensualité.